Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de Parlons Cash, l'occasion de se dire tout ce que l'on a besoin de savoir pendant une demi-heure. Je vous rappelle le principe de l'émission, vous pouvez poser toutes vos questions sur la fenêtre qui est à droite de ce player. J'ai le plaisir de retrouver, comme chaque mois, nos deux experts de bienprévoir.fr, en l'occurrence Vincent Kutkovitz. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Et Jonathan Lévy. Bonjour. Bonjour. Jonathan. On va parler de plusieurs choses ensemble, notamment en fin d'émission de FIP et de FCPI, d'immobilier dans la deuxième partie, comment investir dans l'hôtellerie. Mais on commence tout de suite par les marchés financiers. Quelles opportunités à saisir en ce moment ? Alors Jonathan, on commence avec ce petit tour d'horizon financier sur les marchés. Vous avez un tropisme particulier en ce moment pour l'Europe du Sud, à savoir Espagne, Italie. Vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que, pour commencer sur un sujet d'actualité, les marchés financiers n'ont pas réagi, n'ont pas mal réagi à la montée des partis europhobes un peu partout en Europe lors des élections européennes? C'est parce que, en fait, quand on regarde cela, on a un prisme français. C'est vrai que depuis 2 jours, en France, on parle de séisme politique. Et sur les marchés, c'est vrai, vous avez raison, hier, le CAC 40 a fait plus 0,75 sur la journée. Il a bien réagi. Quand on regarde le marché… Il s'en fout le marché. Il s'en fout complètement. Quand on regarde le marché de la dette, l'OAT, l'obligation du Trésor français, est à 1,80, presque à son niveau le plus bas historique. Il n'a absolument pas réagi hier, le lendemain des élections européennes. Alors pourquoi ce décalage ? Eh bien parce que ce séisme est d'abord un séisme politique, ce n'est pas un séisme économique. Et puis surtout, c'est un séisme français. C'est un séisme de politique française, franco-française. Il y a eu des poussées quand même de partis extrémistes, que ce soit en Grèce, l'extrême gauche ou d'autres partis d'extrême droite un peu ailleurs en Europe, comme au Danemark. Oui, c'est vrai, mais malgré tout, quand on regarde dans les autres pays en dehors de nos frontières, de l'Union européenne, mais qui sont dans la zone euro, là je parle des grands pays, l'Allemagne au premier rang, eh bien, l'équipe d'Angela Merkel a fait 30%, la CDU d'Angela a fait 30%, le SPD qui est dans la coalition également a fait 27%. Si on regarde du côté de l'Italie, Matteo Renzi qui est actuellement au pouvoir, président du Conseil italien, il a fait 40%, plus que le PS et l'UMP réunis en France. Ouais, Mariano Rajoy en Espagne, il a fait 26%. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement alors? Ce que j'en tire comme enseignement, c'est que finalement, les partis qui soient au pouvoir ou pas, lorsqu'ils ont fait des réformes structurelles, ils sont validés par les votes. Ceux qui, au contraire, tergiversent sont invalidés par les urnes. Suivez mon regard. Donc, en effet, ça marche pour ceux qui sont courageux, moins bien pour ceux qui utilisent des faux fuyants. Tout à fait. Et donc, au global, quand on regarde le Parlement européen tel qu'il est sorti des urnes dimanche, eh bien, on constate que la politique économique qui est mise en place depuis quelques mois, qui commence à porter ses fruits, puisque la croissance semble repartir depuis la mi-2013, cette politique économique va pouvoir se poursuivre, notamment sous l'impulsion de l'Allemagne. D'accord. Et donc, le fait que les marchés réagissent bien, c'est peut-être aussi une caution pour le gouvernement Valls ou ça n'a rien à voir, c'est plus cet arrimage européen? C'est surtout cet arrimage européen qui explique effectivement ce qui se passe, mais ça montre le chemin à suivre pour la France. Il est important de commencer à mettre en place des réformes structurelles en France. Si on s'intéresse aux chiffres, on voit pourtant que la croissance reprend très timidement dans la zone euro. Alors, on est croissance zéro en France en premier trimestre, mais ailleurs, ce n'est pas encore la grande fête. Non, c'est vrai que le premier trimestre a été un petit peu décevant pour la zone euro, plus 0,2%, on s'attendait à ce qu'il soit le double, plus 0,4%. Et quand on regarde un petit peu par pays, qu'est-ce qui se passe? On a d'un côté l'Allemagne qui est vraiment à la tête du peloton avec une croissance forte de 0,8% sur le trimestre, c'est-à-dire en rythme annualisé de 3,2%. Ensuite, il y a un autre peloton qui est constitué de l'Espagne et de la Belgique à plus 0,4%, c'est-à-dire 1,6% en rythme annualisé. Et puis, en fin de peloton, il y a la France à 0% et l'Italie à moins 0,1%, légèrement en récession sur le trimestre. On a l'impression aussi que les marchés sont sous tente à oxygène actuellement. On attend une décision, une action de la BCE début juin. Mario Draghi s'en cache à peine. C'est ça aussi peut-être qui explique cette bonne tenue des places financières. Oui, probablement que ça, il y a une attente qui est très forte de la part
des marchés vis-à-vis de la BCE, mais je pense qu'il faut aussi regarder quand même du côté de l'Espagne et de l'Italie ce qui se passe plus en détail. On parlait de réformes structurelles. L'Espagne, qui commence à avoir des bons résultats économiques, je disais, la croissance est à plus 0,4 ce trimestre, elle devrait être au même niveau encore au trimestre en cours. Ils ont mis en place des réformes structurelles. Je me permets de revenir dessus 2 minutes, parce qu'elles sont enrichissantes. Qu'est-ce qu'elles montrent? D'abord, ils ont mis en place une vraie réforme du marché du travail. Ils ont libéralisé le marché du travail. Ils ont flexibilisé en fait le temps de travail, flexibilisé également les salaires. En cas de retournement conjoncturel, les entreprises peuvent baisser les salaires. Ils ont diminué les indemnités en cas de licenciement. Ils ont diminué le délai des autorisations préalables de licenciement. Donc, ils ont énormément amélioré la compétitivité des entreprises. Et c'est pour ça qu'on constate que depuis 1 an, le marché du travail se porte mieux. Le chômage est élevé, mais la tendance est bonne puisque le chômage se réduit de 1% sur l'année. Alors on fait un focus espagnol et italien, mais Paul nous interpelle en demandant s'il y a un pays européen à privilégier pour investir. Bien, je pense que justement l'Espagne en fait partie. L'Espagne, depuis le début de l'année, si on regarde l'indice espagnol, l'IBEX, il a progressé de 8% depuis le début de l'année. L'Eurostoxx n'est qu'à 4% depuis le début de l'année. Il y a un rattrapage en fait de ces indices-là. Pour l'Italie, je pense qu'il y a également un coup à jouer. Alors comment est-ce que, comme Paul, si on veut en profiter, on fait concrètement, si on veut investir, c'est pas toujours simple. Autant pour investir sur Renault, Peugeot, on sait le faire en France, aller sur les actions espagnoles, italiennes. C'est un peu plus compliqué, on ne les connaît pas toutes. Donc ce que nous on préconise, eh bien, c'est de le faire au travers d'un fonds. Il y a un fonds qui s'appelle DNCA Invest South European Opportunities, donc de DNCA bien sûr. Il a procuré jusqu'à présent une perf de 17% depuis le début de l'année et 42% en 2013. Alors qu'on est sur un marché du CAC 40 qui est quasiment plat, enfin un petit Tout à fait, ouais. Voilà, donc 17%. Sinon, il y a une autre manière de jouer en fait les pays du Sud, Espagne et l'Italie également. C'est au travers d'un produit structuré que vous pouvez voir en fait sur notre site internet bienprévoir.fr qui s'appelle Athena Europe du Sud Opportunités. Bon, toutes les infos donc sur bienprévoir.fr. Merci Jonathan. On passe à notre deuxième partie, comment investir dans l'immobilier. Oui, l'immobilier, l'hôtellerie fait partie de l'immobilier, mais donc c'est bien comment investir dans des hôtels. Pourquoi tout d'abord s'intéresser à l'hôtellerie? C'est vrai que c'est pas forcément le premier placement qui vient à l'esprit. C'est vrai, nous on a toujours une vocation, une recherche permanente, c'est d'offrir des solutions de diversification à nos épargnants. Ça c'est le premier point. Donc diversifier à travers l'investissement dans l'hôtellerie aujourd'hui, c'est une solution. Deuxième sujet et deuxième raison par laquelle on pense qu'aujourd'hui il y a une opportunité à investir dans l'hôtellerie, parce que notamment au niveau de la croissance mondiale du tourisme, on fait des prévisions à 10 ans de plus 4%. Aujourd'hui, quand on compare la croissance de 4% du tourisme mondial par rapport à la croissance française, par exemple, on vient d'en parler, on se rend compte qu'il y a un écart favorable à jouer. Et même en France, on profite de cette croissance mondiale. Il n'est qu'à voir les afflux de touristes, par exemple, chinois qui arrivent et qui visent notre beau pays. Tout à fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, notre approche, c'est d'ailleurs de se focaliser d'abord, si on a la possibilité, sur les investissements dans Paris intramuros. On va y venir. Mais pour jouer cette carte-là, autant jouer à sécurité. Paris est une manière de jouer à sécurité dans le tourisme. Donc là, pour une fois, on a un secteur où il n'y a pas besoin d'aller chercher la croissance à l'extérieur. Cette croissance vient à nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'une certaine manière, elle vient quand même de l'extérieur, puisqu'effectivement, les pays émergents, aujourd'hui, sécurisent le marché du tourisme à Paris. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la peine d'aller prendre sa valise et d'aller au Kazakhstan ou en Sibérie orientale. Exactement. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement? Comment est-ce qu'on peut appréhender ce secteur de l'hôtellerie? Historiquement, beaucoup de gens connaissent parmi les investisseurs les solutions qui, soit avec une carotte fiscale, vous permettez d'investir dans les murs d'une villa. Par exemple, aujourd'hui, c'est en vogue, acheter les murs d'une villa, d'un village de vacances luxueux, c'est possible. Mais il y a une carotte fiscale généralement quand c'est en France. L'autre solution, on l'a vu, c'est d'acheter des murs d'un riad, même à Marrakech, dans le cas d'un hôtel de luxe. Là aussi, il y a un aspect émotionnel. Mais les gens, finalement, ne font pas une démarche patrimoniale positive. Donc nous, on va plutôt regarder et chercher les solutions d'investissement dans les hôtels qui permettent finalement de réellement développer son patrimoine avec un objectif réellement patrimonial. Et alors, c'est quoi ces solutions qui ne sont ni fiscales ni émotionnelles? Alors, on a deux solutions aujourd'hui qui
structurent un peu le marché. Vous avez des solutions qui vont plutôt miser sur l'investissement dans l'immobilier hôtelier. Donc là, ce sont des acteurs qui vont proposer d'acheter des parts, un peu comme une SCPI, des parts de murs d'hôtels à Paris. La fois dernière. Tout à fait. Et là, avec le focus hôtelier. Mais il faut miser et il faut s'attendre, si on investit sur ce genre de support, plutôt on va jouer en fait la revalorisation immobilière. Or aujourd'hui, notre conviction, et comme toujours, c'est ce qu'on disait le mois dernier, c'est qu'on n'a pas une visibilité très forte sur l'immobilier en France. Donc on va plutôt mettre de côté cette solution-là, même si elle permet de sécuriser, parce qu'on aime bien acheter de la pierre, on préfère détenir quelque chose de concret. Vous allez voir avec l'alternative qu'on a, c'est différent. Et là, en fait, on peut s'attendre à des rendements autour de 8 à 9%, c'est ce que promettent ces acteurs-là. C'est quand même pas mal. Alors, c'est quoi l'alternative si on n'achète pas les murs? L'alternative, c'est d'investir sur le fonds de commerce hôtelier. Donc là, la mécanique est assez intéressante et économiquement, elle tient la route. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui font ça vont investir dans des hôtels plutôt déclassés à Paris, des hôtels 2 étoiles par exemple. Ils vont les racheter, ils vont les rénover, ils vont les faire monter en gamme. Et de cette manière-là, ils vont pouvoir propulser en fait le revenu, ce qu'on appelle le revenu par chambre disponible. Le prix moyen, d'une certaine manière, va monter. Et avec la croissance du marché hôtelier en France, du tourisme, on est certain que ces hôtels-là vont trouver des preneurs et que leurs taux d'occupation vont bien supporter, bien croître dans les années qui viennent. Donc, d'une certaine manière, c'est la meilleure manière d'investir aujourd'hui à travers les fonds de commerce pour miser sur la valorisation du fonds de commerce. Arnaud qui demande, est-ce que c'est intéressant d'investir dans l'hôtellerie aux Philippines? Alors on est loin de Paris là. Oui, tout à fait. Là, typiquement, ce genre d'investissement, il faut le faire avec un expert, idéalement sur place. Je pense que c'est un marché très spécifique et le faire à partir de Paris sans se déplacer, sans avoir un interlocuteur sur place qui est reconnu localement, tout au moins, c'est plutôt dangereux. Donc ça revient à une règle assez forte dans l'investissement, la proximité. Hein, tout à fait. Loin des yeux, loin du cœur. C'est vrai aussi dans l'investissement. Donc vous privilégiez Paris et si possible Paris intramuros, on comprend pourquoi? Oui, alors Paris intramuros, comme je disais, le marché du tourisme est extrêmement soutenu. Il n'y a absolument pas de risque que ce marché soit exposé à une crise durable du tourisme. D'autre part, lorsqu'on propose... Il y a toujours des risques, une grippe aviaire par-dessus. Bien sûr, mais on a traversé depuis 2011 2001, des crises majeures dans le domaine du tourisme et le marché hôtelier parisien s'est généralement très vite repris. Par ailleurs, investir par exemple, on peut se poser la question, investir à la montagne. Aujourd'hui, quelqu'un vous fait une promesse d'investissement mirifique à la montagne. Je dirais qu'aujourd'hui, les spécialistes, les grands exploitants hôteliers dans le monde n'investissent plus à moins de 2000 mètres d'altitude. En dessous, c'est s'assurer de ne pas avoir des saisons suffisamment longues en termes d'enneigement. Et là aussi, c'est un avis climatique. Voilà, il faut être un professionnel de l'investissement. Donc aujourd'hui, plutôt ne pas trop se pencher sur ce type d'investissement un petit peu exotique. Comment est-ce qu'on fait alors très concrètement pour ceux qui regardent cette émission, qui se disent voilà, il m'a convaincu, j'ai envie de passer à l'acte? Donc on a deux solutions qui s'offrent aujourd'hui. Finotel Premium est un fonds agréé AMF. Les deux fonds dont je parle aujourd'hui sont des fonds agréés AMF. Pour nous, c'est important. C'est important ça? Oui, c'est tout à fait, c'est important. On est quand même sur des placements un petit peu particuliers. S'ils ont un agrément AMF, c'est quand même gage. Des gens sérieux derrière. Ça veut dire que ça a été étudié, ça veut dire que ça a été contrôlé, que le mécanisme économique fonctionne bien, que la communication de ces acteurs-là a été contrôlée. Donc oui, c'est plutôt rassurant. Donc Finotel Premium, ça c'est les murs ou c'est le fonds de commerce? Alors là, c'est le fonds de commerce plutôt. On va valoriser le fonds de commerce. L'idée, c'est d'investir à un instant T et de ressortir dans 4, 5 ans, 6 ans avec une plus-value entre guillemets sur le fonds de commerce. Et c'est comme ça que le rendement va se générer. Donc ça, c'est le premier investissement. Le deuxième canal que vous avez sélectionné? Donc le deuxième canal, c'est Novaxia, qui est aussi une maison qui propose des fonds agréés AMF dans l'hôtellerie. Et là, on est plutôt sur l'immobilier. Il joue la carte de la revalorisation immobilière. Et c'est pas nécessairement la carte que nous jouons, ouais. Vous, mais ça existe. Votre carte, recommandation, c'est le fonds de commerce. Le fonds de commerce. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir en termes de fiscalité sur ces investissements? Deux solutions en termes de fiscalité. On peut investir soit à travers le PEA-PME. Le PEA-PME, au-delà de l'avantage fiscal, offre la possibilité aussi de sortir en cours de route. Le premier produit dont nous parlions, Finotel Premium, offre des fenêtres de sortie annuelles. Donc on ne sait pas quand même, malgré tout ce que j'ai dit tout à l'heure, de quoi va être fait demain. Il peut y avoir des changements. Donc si on a envie de récupérer ce n'est pas de l'argent dont on a besoin à court terme, il faut le rappeler. Tout à fait. C'est une partie mineure de son patrimoine. C'est quelques milliers d'euros qu'on positionne là-dessus lorsqu'on a un patrimoine. Voilà, mais c'est des produits qui sont accessibles à 15 000 euros. C'est une carte d'entrée déjà intéressante. Alors Arnaud, qui
apparemment est intéressé par le sujet, nous demande si l'hôtellerie est rentable rapidement. Est-ce que ce n'est pas aléatoire? C'est une bonne question. Alors non, enfin, à Paris, on a une visibilité sur la rentabilité de l'hôtellerie. C'est pour ça que ce que nous disons, c'est si on a la possibilité d'investir à Paris, faisons-le. Si on n'a pas la possibilité d'investir sur Paris, mais dans d'autres régions, d'autres villes, là, il y a un aléa, effectivement. Parce que quand on regarde le marché parisien, on voit tous ces grands palaces qui investissent des millions, voire des dizaines ou des centaines même de millions d'euros. On se dit, ça ne peut pas être rentable. Comment est-ce qu'on peut rentabiliser de tels investissements? Là, on est vraiment sur des hôtels plutôt 2 étoiles qui passent en 3 étoiles. On est quand même sur de l'hôtellerie accessible. On n'est pas du tout sur l'hôtellerie style palace. Ce n'est pas du tout l'objectif du fonds. C'est plutôt d'aller sur des hôtels de capacité moyenne qui trouvent leur marché très facilement via Internet. C'est aussi ça. Il faut maîtriser le canal Internet. Ça fait partie de la maîtrise que doit avoir l'exploitant. La partie palace, c'est vraiment une question. C'est un marché à part qu'on n'a pas étudié et sur lequel on n'a aucune recommandation à ce stade-là. On s'est tout dit sur l'hôtellerie? Je pense, oui, tout à fait. Il y a un petit point encore en termes de fiscalité. On peut investir à travers la loi TEPA, donc bénéficier un petit peu comme sur les FCPI et les FIP, de réduction ISF. Mais là, par contre, vous êtes bloqué pendant 5 ans. Donc, nous privilégions plutôt le PEA-PME. Eh bien, merci Vincent. On passe à cette troisième partie de cette émission, pièges et astuces, et on va voir ce que valent les FIP et FCPI. Cette émission s'appelle Parlons Cash. On va parler cash parce que vous nous apportez une information qui n'est pas forcément très répandue. C'est que c'est assez décevant finalement ces rendements de FIP et FCPI. C'est un bel outil marketing, on en entend beaucoup parler, mais derrière, il se cache une réalité peut-être moins intéressante. On va voir le graphique que vous nous avez apporté. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut en dire? La rentabilité, voilà. C'est depuis quand ça? Alors en fait, on a fait une analyse depuis 1997. Ouais. On s'est basé sur 657 très exactement fonds. On a analysé la performance. C'est vous qui l'avez calculé? Alors les données viennent de Morningstar, ce sont des données fiabilisées par Morningstar. Ce chiffre, oui. Et on a, nous par contre, mené l'étude, ce qui n'avait pas été fait. On va vous montrer, voilà, merci. Cette analyse n'avait pas été faite et en fait on démontre à travers l'infographie qu'on a réalisée et qui sort en exclusivité chez bienprévoir.fr aujourd'hui avec vous, c'est qu'en fait la performance depuis 1997 en moyenne est négative. Donc sur de plus 3%, de 600 fonds. 657 fonds. Les FIP, moins 3,8 depuis 97 et FCPI, moins 1,5. Ça, c'est en rythme annualisé? C'est en rythme annualisé, performance annualisée uniquement sur les fonds fermés à la souscription. On ne regarde pas les fonds encore ouverts à la souscription. Et puis surtout, c'est hors avantage fiscal. Donc j'ouvre la porte. Alors voilà, c'est ça la vraie question. C'est les questions de l'avantage fiscal qui fait qu'il y a un engouement finalement pour ces fonds, mais qui est l'arbre qui masque la forêt avec des fonds qui s'en sortent, mais beaucoup qui, enfin en moyenne, perdent de l'argent. La plupart, en fait, perdent de l'argent. Alors il y a eu 97, il y a eu la bulle Internet qui explique aussi peut-être… il y a ça, mais en fait, on a regardé aussi ce qui ressort, qui est intéressant. Après, je passerai la parole à Jonathan, parce que ce qu'on livre dans cette étude-là, c'est qu'effectivement, il y a des périodes dans lesquelles vous investissez. Par exemple, ceux qui ont investi entre 2002 et 2006, sont sortis, puisque vous avez une fenêtre d'investissement fermée et vous ne choisissez pas la date à laquelle vous sortez, ils sont sortis au moment où les marchés explosaient. Donc ils ont investi à un mauvais moment et ils sortent à un mauvais moment. Donc finalement, ils ont eu des performances ultra négatives. Les gens qui ont investi entre 2010 et 2012, pour l'instant, ont des performances positives. Maintenant, l'histoire n'est pas finie, puisque ceux qui ont investi en 2010 vont sortir en 2015, 2016. Donc voilà. On montre le deuxième schéma que vous nous avez apporté qui montre que 70%, un peu plus même, des fonds ont des performances négatives. On rappelle, 650 fonds et des performances depuis 97. Et alors, il y a quand même une lueur d'espoir. C'est ceux qui gagnent de l'argent, mais bon, il faut les trouver. Il faut les trouver. Et quand on regarde ceux qui gagnent de l'argent, 22% ne gagnent que entre 0 et 5%. Il n'y a que 5% des fonds, sur les 657, il n'y en a que 5% qui gagnent plus de 5% en rythme annualisé. Mais bon, si on se fait l'avocat du diable, voilà, l'avantage fiscal est pris. Et donc si on le réintègre finalement dans la performance, on ne perd pas d'argent, on gagne un petit peu d'argent. C'est pas forcément le meilleur placement, mais bon. On rappelle quand même qu'on est sur un produit sans garantie en capital. Et qu'en contrepartie, alternativement, on peut aller sur un fonds en euros qui aurait fait la meilleure perf
que tous ces fonds-là, sauf les 5% qui ont une perf intéressante. Donc il faut faire attention à ce trompe-l'œil fiscal. Oui, par rapport en fait au risque qui est pris. Si on regarde le couple rendement-risque, on considère que jusqu'à présent, ces placements ne sont pas intéressants. Il faut quand même essayer de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant malgré tout dans ces FIP et FCPI? Alors, si on regarde ceux qui ont marché, on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont marché, quelle était leur thématique. Et c'est là où il ressort des choses intéressantes. Il y a deux éléments. D'abord, il y a des FIP qui ont investi sur des PME matures, pour lesquels on a vraiment une visibilité sur les résultats. Il y a moins de risques, effectivement. Mais ça a été un peu reproché aussi. C'est-à-dire qu'on a cet avantage fiscal pour faire prendre aux investisseurs des risques et financer l'économie plus fragile. Et on s'est rendu compte que, en tout cas, certains dénonçaient ce dévoiement au sens où ça allait vers des placements plus sûrs, plus bon père de famille, et donc avec moins de risques. Et donc on perdait un peu la philosophie. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on pense que ça ne répond pas aux besoins des investisseurs. Ça dépend de quel côté on se place. Côté investisseur, on recherche malgré tout une certaine sécurité du capital. On ne cherche pas la pépite, on ne cherche pas le Google comme ça peut se passer dans les fonds de capital risque californiens. C'est un métier, il faut être business angel pour le faire. Et la preuve avec notre analyse, c'est que ça n'a pas fonctionné. Maintenant, je compléterai quand même que les PME dont on parlait, qui ont généré de la performance à travers ces fonds-là, elles ont une capacité à délivrer du dividende, donc c'est-à-dire qu'elles sont rentables, mais ça reste quand même des PME innovantes. Donc on finance quand même l'innovation. Ce qu'on considère en fait d'une certaine manière, c'est que lorsque les épargnants, et nous on aide aujourd'hui, vont ouvrir les yeux, finalement ça va s'arrêter. Il y a un moment où cette logique, cette collecte va se stopper. Donc ce n'est pas rendre service ni aux PME, ni à l'industrie, et ni encore moins aux épargnants. Et surtout que les avantages fiscaux sont rabotés au fur et à mesure. En plus. Oui, ce qui n'arrange sans doute rien. Effectivement, là on était dans les années 2002, je crois, autour de 25% de réduction d'impôt sur le revenu. Maintenant, on est à 18%. De toute façon, 25% ou 18%, vu la catastrophe que ça a pu générer en termes de performance, on est perdant. Alors, on a vu qu'ils s'en sortent bien quand même. Comment est-ce qu'on les sélectionne? Comment est-ce qu'on choisit ceux qui arrivent à faire des performances disons favorables? Alors aujourd'hui, il y a des sociétés de gestion qui nous proposent d'investir dans des FIP ou des FCPI qui achètent des obligations convertibles. On pense que ça, c'est un véhicule intéressant. On n'est plus sur des actions, mais des obligations convertibles. De PME non cotées. Toujours de PME non cotées. Donc là, on prend moins de risques en fait. On ne prend pas un risque sur la valeur de l'entreprise au moment de la revente, on prend un risque sur la défaillance éventuelle de l'entreprise qui existe toujours, mais qui est quand même plus faible. Donc on a une perspective de gain qui est plus faible, mais on a également un risque beaucoup plus faible. Deuxième élément, c'est la taille en fait, la taille des fonds. On s'est rendu compte dans l'analyse qu'on a menée, c'est que les fonds qui ont délivré les meilleures performances avaient une taille 2 fois plus importante que les fonds qui avaient délivré des performances négatives. Donc c'est un autre enjeu, c'est difficile à percevoir lorsqu'on investit. Pour ce faire, ce qu'on recommande, c'est d'aller regarder un petit peu l'historique de la société de gestion. Est-ce que si on s'intéresse au fond du problème, ce n'est pas finalement ce biais fiscal qui pollue un peu le jeu? C'est-à-dire qu'on s'intéresse à ce qu'on gagne à l'entrée et pas à la sortie. Et parfois, c'est surfiscalisé la sortie. C'était le mouvement des pigeons. Est-ce qu'on ne marche pas à l'envers? On ne devrait pas faire le contraire, dire bon, voilà, vous investissez, c'est votre problème, mais si ça gagne, c'est pour vous? Bien sûr. En fait, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut que les investisseurs, les épargnants regardent avant tout ce dans quoi ils investissent. Qu'est-ce qu'on leur propose? Quelle est la stratégie d'investissement du fonds? Quelle est la philosophie en fait? Est-ce qu'ils seront convaincus par cette stratégie? Si oui, alors ils peuvent investir et la réduction d'impôt ne sera que la cerise sur le gâteau. C'est comme ça qu'il faut le prendre, dans ce sens-là. Pour conclure un peu là-dessus, on a constaté aussi à travers les FIP. Les FIP, ce sont des véhicules qui ont pour objectif de développer des régions. On s'est rendu compte que certains fonds n'avaient comme conviction que le fait d'aller chercher des cibles dans les régions. Mais en fait, ces fonds-là ont été parmi ceux qui ont le moins bien performé. Donc quand il y a une dimension trop régionale et qu'à travers même les brochures, on se rend compte que la conviction du gérant n'est pas d'aller chercher plutôt l'innovation, uniquement la partie régionale, simplement pour répondre au cahier des charges, ça ne fonctionne pas. Ouais, mais c'était en effet un choix de politique économique qui l'a enfermé aussi dans ce cadre. Oui, mais ça ne constitue pas en soi une stratégie d'investissement. Il faut que derrière, il y ait un choix sectoriel ou un autre choix d'investissement, une vraie stratégie qu'on offre en fait aux investisseurs. Bon voilà, c'est bientôt les périodes aussi de souscription de ces fonds. Regardez bien, soulevez le couvercle avant d'investir.
On va finir cette émission avec une dernière question de Gabriel sur l'hôtellerie. On revient à la deuxième partie de l'émission. Ouais. Mais une question intéressante. C'est vrai que des sites comme Airbnb, dit Gabriel, menacent l'hôtellerie. Qu'est-ce que vous en pensez, ça ? Alors, je pense que c'est un peu, la boîte de Pandore qu'on ouvre avec Airbnb. Dans toutes les conférences aujourd'hui sur l'hôtellerie, tout le monde en parle. Mais en réalité, depuis que ces sites-là apparaissent, on ne voit pas les marchés de l'hôtellerie baisser. Les taux d'occupation, une fois de plus, à Paris, restent stables. Le revenu par chambre disponible à Paris l'année dernière a encore progressé. Donc non, ça reste, par rapport au marché de l'hôtellerie, une goutte d'eau. Même si ça va permettre à l'hôtellerie de se remettre en question et peut-être d'évoluer sur son propre produit. Mais ça, je pense que les professionnels de l'hôtellerie ont des réponses à ces questions-là. On regardera l'IPO de Airbnb et peut-être qu'il reviendra nous dire qu'il faut quand même en acheter et ça permettra de se protéger aussi sur ces investissements. Se diversifier, le maître mot, on a bien compris. Merci à tous les deux. Avec plaisir, Thomas. Merci, Thomas. Merci à vous pour vos questions, votre écoute. Et puis on se retrouve dans un mois pour un nouveau sujet, des nouveaux sujets. Merci beaucoup. Bonne soirée.